On va être pas mal là. On a déjà 17. Ta conférence intéresse beaucoup. Et c'est justement parce que c'est ce que tu disais, Agathe, ce matin sur la conversation des meufs. C'est hyper intéressant cette conférence. C'est un cycle de deux. Tu vas faire la prochaine fois, tu fais. Attends, en plus, je l'ai fait il y a pas longtemps. Moi, les gaz du sang, ouais. Ouais, les gaz du sang. Voilà, merci. Ouais, Là, tu fais acide base et la prochaine fois, les gaz du sang. Donc, c'est exactement, parce ouais. que on est en train d'équiper les cliniques, justement des gaz du sang pour pouvoir faire tout ça. Donc, Parfait. c'est toujours hyper intéressant. Et même pour ceux qui font du DOM, bah, ça remet à jour un peu vos connaissances sur le sujet. Et qui, même si vous pouvez pas le tester à DOM, vous avez une idée de comment ça fonctionne en physiopathe. Et c'est toujours hyper intéressant. Ouais. Ça va faire une bonne introduction du coup. Ah, J'y vais? voilà. Vas-y, tu peux y aller. Ok, donc voilà, on est ici ensemble aujourd'hui donc pour parler des acides et des bases, et donc particulièrement de l'équilibre acido-basique. Cet équilibre, il est particulièrement important dans la gestion des patients qu'on va rencontrer en urgence et soins intensifs. Et puis, alors, je sais pas si ça va marcher. Si, ça marche bien. Donc déjà, en guise de préambule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différentes approches pour analyser l'équilibre acido-basique. L'approche traditionnelle et puis l'approche semi-quantitative, qu'on appelle aussi approche de Stewart. Alors, on va s'intéresser ici à l'approche traditionnelle qui est plus simple car elle est plus rapide et plus applicable au chevet du patient. L'approche de Stewart, elle est très intéressante C'est car elle bon. permet de mieux... Vous m'entendez? C'est Ouais. c'est ça. Comment? Allô? Coupez vos micros quand vous n'êtes Ah. pas. Vas-y, Boris, Il continue n'y a si pas de les gens souci, sont ouais. pas maintenant. Donc je disais que l'approche de Stewart, elle est très intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre en fait les mécanismes acido-basiques dans le sang, mais elle est un peu plus complexe et un peu moins pratique pour l'application au chevet du patient. Donc on va vraiment s'intéresser à l'approche traditionnelle aujourd'hui. Donc le petit plan pour baliser le parcours. Dans un premier temps, on va voir les éléments de l'équilibre acido-basique, puis concrètement comment on fait pour analyser l'équilibre acido-basique. Ensuite, un peu de détails sur les différents troubles acido-basiques. Quelques mots sur le prélèvement et le traitement de l'échantillon sanguin. Et enfin, des cas cliniques pour s'exercer en fin de présentation. Donc voilà, donc on va commencer avec les éléments de l'équilibre acido-basique. Et pour parler du premier élément, je vais vous amener à Copenhague en 1909, où là, il y a un chimiste danois, Søren Sørensen, que je vous présente là, qui va s'intéresser au processus de fabrication de la bière. Et lui, il va regarder l'influence des différents ions sur les protéines qui sont impliquées justement dans ces processus de fabrication. Et il remarque notamment l'importance des ions H+. Et c'est là qu'il va introduire le concept de pH, et donc pH pour potentiel hydrogène en fait. Et c'est une valeur qui va être utilisée comme mesure d'acidité et elle va être définie comme le logarithme décimal négatif de la concentration en ion H+. Donc ça, c'est des choses que tout le monde maîtrise a priori. Il faut savoir que le pH est une valeur qui est située entre 0 et 14, et dans le cas du sang, le pH sanguin est considéré compatible avec la vie lorsqu'il est situé entre 6,8 et 8, et il est considéré normal quand il est situé entre 7,35 et 7,45. Donc maintenant, on va se remémorer quelques souvenirs de chimie et continuer le fil de l'histoire. Et on va se retrouver en 1923 avec la théorie de Bronsted et Lowry, avec les définitions d'un acide. Donc un acide, ils disent que c'est une espèce chimique qui est capable de perdre un proton selon une réaction de dissociation. Donc HA donne H plus A-, plus A-, exactement, avec HA l'acide, H plus le proton qui est perdu, et A- la base conjuguée. On va différencier les acides forts, dont la dissociation est totale en solution aqueuse, et puis les acides faibles, dont la dissociation, elle, est limitée. Donc, cette dissociation qui est limitée, elle va atteindre un équilibre au bout d'un moment, et cet équilibre va être caractérisé par une constante de dissociation, Ka, et donc qui est égale en fait au rapport des produits sur les réactifs. Donc ça, c'est des rappels de physique-chimie de terminale, donc voilà, je pense que ça devrait aller. Et puis ensuite, on va transformer un petit peu cette constante de dissociation, on va appliquer un logarithme décimal négatif, on va la transformer un petit peu, et on va arriver à cette équation qui dit que le pH est égal au pK plus le logarithme
de la concentration en base sur la concentration en acide. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Anderson-Hasselbalch. Et c'est cette équation qui va constituer en fait la base de l'approche traditionnelle qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, ça va pour tout le monde pour l'instant? Je sais pas si j'ai pas trop de retours, mais on va considérer que oui. Alors dans le cas du sang, on a les réactions suivantes. Donc on a le dioxyde de carbone qui réagit avec l'eau. Ça va donner l'acide carbonique qui est noté H2CO3, qui va se dissocier en un ion H+ et en un ion bicarbonate. Et si on s'intéresse à la deuxième partie de l'équation, on va avoir le couple H2CO3 et HCO3-. Et donc la constante de dissociation, c'est la constante que j'ai notée K ici, et qu'on va aussi transformer pour obtenir l'équation de Anderson-Hasselbalch, mais appliquée au sang cette fois, et donc qui est égale au pH, donc, enfin, qui est en fait le pH qui est égal à 6,1, pardon, plus le logarithme de la concentration en HCO3- sur 0,03 fois la P de CO2. Donc, c'est dans cette équation qu'on a les trois éléments de l'équilibre acido-basique, le pH dont on a déjà parlé, la concentration en HCO3- et la pression partielle en dioxyde de carbone, la P de CO2. Alors, c'est l'heure de participer un peu. Alors ça, c'est une première tentative, donc j'aimerais bien avoir des retours, voir si tout fonctionne bien. Donc vous pouvez prendre vos téléphones et scanner le QR code. Et normalement, on vous pose une question. Est-ce que je peux avoir un retour, savoir si ça fonctionne? Donc, vous avez juste à scanner le QR code et Pour moi, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne? Ouais, idem. Ok, parfait. Donc, pour l'instant, là, on voit le nombre de participants. Là, j'ai qu'une personne qui a validé. Pensez bien à valider. Donc, vous cochez la réponse et enfin, il y a envoyer, je pense. J'attends quelques secondes. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir combien on est en ligne. À ces participants, 19. Bon, je sais pas si tout le monde est devant son écran, mais... Ouais, mais en fait, il y en a beaucoup qui font depuis leur téléphone. Ah, Donc, ok. ils peuvent Ok, pas faire bon. les deux. Bon, bah tant pis, on n'aura que 3 participants. Et donc, Les hop autres, là, par contre, qui sont pas sur leur téléphone, je vous hop invite à le là. faire. Il y a pas, tout le monde n'est pas sur son téléphone. 3, c'est pas assez. Ouais. 4. Ah, on en a quelques-uns qui se réveillent. Bon, alors malheureusement, j'ai pas pu cacher la participation des gens. Donc, on voit un petit peu ce que les autres votent. Donc, ça biaise peut-être un petit peu. Allez, on va s'arrêter là. Donc, du coup, hop, la bonne réponse, c'était bien la réponse numéro 2. Alors, hop là, si je reprends ici. Alors, c'est absolument pas indispensable de retenir l'équation par cœur. Ce que je veux qu'il soit retenu, c'est vraiment les rapports de proportionnalité entre les éléments. Donc, que le pH est proportionnel à la concentration en HCO3- et inversement proportionnel à la P de CO2, ce que vous avez bien vu. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui est important. Donc si on résume pour l'instant, on a une équation qui fait intervenir différents paramètres. Le pH, qui correspond à une mesure d'acidité, on l'a vu dans cette définition. Lorsque ce pH il va être diminué, on appelle ça une acidémie. Et lorsque ce pH va être augmenté, on va appeler ça une alcalémie. La P de CO2 ensuite, qui va constituer ce qu'on appelle la composante respiratoire de l'équilibre. Elle va être contrôlée par la ventilation alvéolaire. Donc les poumons jouent un rôle essentiel. Une augmentation de la P de CO2, ça va faire diminuer le pH, et c'est ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Et une diminution de la P de CO2, ça va faire augmenter le pH, et c'est ce qu'on appelle une alcalose respiratoire. Enfin, la concentration en bicarbonate,
elle va constituer la composante métabolique de l'équilibre. Elle va être dépendante de systèmes tampons du sang et puis surtout de l'excrétion d'acide par les reins, donc qui, eux, vont jouer aussi là un rôle essentiel. Alors, la diminution de la concentration en bicarbonate, ça va faire diminuer le pH, donc c'est ce qu'on appelle une acidose métabolique. Et une augmentation de la concentration en bicarbonate, ça va faire augmenter le pH, et c'est ce qu'on appelle une alcalose métabolique. Alors, il y a une petite critique qui peut être faite à la concentration en bicarbonate, c'est surtout sa dépendance vis-à-vis de la composante respiratoire. Donc, quand on regarde sur l'équation que j'ai remis en haut, on voit bien que si on ajoute du CO2, ça va produire des bicarbonates. Et à contrario, quand on a moins de CO2, ça va tirer la réaction vers la gauche, et donc ça va consommer des bicarbonates. Donc il y a vraiment cette dépendance de la concentration en bicarbonate vis-à-vis de la composante respiratoire. Et donc c'est là qu'on a introduit une nouvelle notion, donc c'est l'excès de base. Et donc lui, il va être défini de façon un peu barbare comme la quantité d'acide ou de base qui doit être ajoutée à un échantillon de sang entier oxygéné pour restaurer un pH normal considéré à 7,4 à une température de 37 degrés et à une P de CO2 cette fois fixée à 40 mm de mercure. Ok. Donc l'excès de base, ça va également constituer une composante métabolique, mais qui est cette fois indépendante de la composante respiratoire. Et donc quand on a un excès de base qui augmente, ça veut dire qu'on a trop de base, et donc du coup le pH augmente. C'est le cas de l'alcalose métabolique. Et quand on a un excès de base qui diminue, ça veut dire qu'on a trop peu de base, donc le pH diminue. Et c'est dans ce cas-là qu'on a une acidose métabolique. Alors, je vous remets ici les valeurs théoriques des éléments qu'on vient de voir, donc chez le chien et chez le chat, et donc c'est tiré de la 3e édition du Silverstein, donc c'est plutôt actuel. Alors, nouvelle question, on va vous demander cette fois de décrire. Alors, attendez, hop, je vais juste démarrer ça avant. Ouais. Donc, on va vous demander cette fois de décrire un équilibre acido-basique chez un chien avec un pH à 7,298, une P de CO2 à 25, un excès de base à -12 et une concentration en bicarbonate à 12 milliequivalents par litre. Alors, est-ce que je peux avoir des retours aussi, savoir si c'est bien la 2e question qui s'affiche et qu'on n'est pas resté sur la première? Oui, c'est bien la 2e. Parfait, merci. Ouais, je t'avoue que moi, je connais pas les valeurs par cœur, donc Alors, c'est passé trop vite, j'ai pas retenu. alors attendez, hop, je vais juste faire. Ouais, je vais Voilà, juste. Alors, et merci. voilà, c'est ça que je voulais. C'est ça que je Ah, voulais. voilà, Je l'ai merci, prévu, c'était magnifique. pas affiché. Parfait, ouais. Alors, Marianne, décrivez l'équilibre acido-basique suivant chez les chiens. pH à 7,2, PCO2 à 25, Ouais, excès de Pierre-Louis, base à tu peux couper -12. ton micro, on t'entend. Ah, pardon. Alors, j'ai pas de participation. Est-ce que s'il y en a qui ont déjà envoyé, peuvent me dire? Et dans ce cas-là, ça veut dire que ça marche pas. Il y a encore quelques secondes pour les derniers.
Ok. Bon, sur la première, on avait 5 participants. On va partir du principe qu'on en a toujours 5. Alors, hop là, les réponses. Alors, on va regarder ensemble. Donc, le pH, il est à 7,298. C'est-à-dire qu'il est plutôt en dessous des valeurs de référence. On a donc une acidémie. La P de CO2, elle va être plutôt diminuée. Donc, du coup, on va avoir une alcalose respiratoire. Et l'excès de base et la concentration en bicarbonate, eux, vont être diminués. Et donc, du coup, on va plutôt avoir une acidose métabolique, par rapport aux définitions qu'on a vues tout à l'heure. C'est pas dérangeant d'avoir plusieurs phénomènes qui se passent dans un patient. On va voir comment ordonner ça un petit peu plus tard, mais je veux que ça soit clair là sur ce qui se passe chez ce patient-là. Donc, il y a une acidémie parce que le pH est bas. Et ensuite, il y a 2 processus, l'excès de base et les bicarbonates qui sont bas, donc il manque des bases, donc plutôt une acidose pour le côté métabolique, et la P de CO2 qui est plutôt basse, donc plutôt une alcalose du côté respiratoire. Est-ce que c'est un peu plus clair pour ceux qui avaient répondu? Tout à fait. Oui. Allez, on va continuer. Donc, on passe à l'analyse de l'équilibre acido-basique, justement, pour voir étape par étape comment on fait. Donc, la première étape, c'est d'évaluer le pH. Est-ce que mon pH est diminué et dans ce cas-là, j'ai une acidémie, ou est-ce que le pH est augmenté et dans ce cas-là, j'ai une alcalémie? La deuxième étape, c'est de trouver le trouble primaire. On a vu avec l'exemple précédent qu'il pouvait y avoir plusieurs phénomènes qui se passaient dans un patient, mais il faut savoir quel est le trouble primaire. Donc le trouble primaire, si je suis en acidémie, c'est qu'il y a bien un processus qui acidifie le sang, qui va être prépondérant et qui va acidifier le sang. Et donc on a soit une acidose respiratoire avec une augmentation de la P de CO2, soit une acidose métabolique avec une diminution de l'excès de base ou de la concentration en bicarbonate. Ou peut-être les deux, ça peut arriver aussi. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un trouble mixte. De la même façon, si je suis en alcalémie, c'est qu'il y a bien un processus prépondérant qui va alcaliniser mon sang, et donc soit une alcalose respiratoire avec diminution de la P de CO2 et ou en fait une alcalose métabolique avec une augmentation de l'excès de base et de la concentration en bicarbonate. Donc c'est vraiment ça les étapes. Troisième étape, ça va être d'identifier les variations en faveur d'une compensation. S'il y a un phénomène dans votre sang qui l'acidifie, eh ben, le corps ne va pas rester insensible à ça. Il va essayer de compenser ce trouble. Et c'est pour ça qu'on peut avoir justement différents phénomènes qui sont présents chez un seul patient. Je prends un exemple. Si on a une acidose respiratoire, on s'attend à ce que l'organisme compense. Donc, du coup, on a une acidose, donc il y a quelque chose qui acidifie le sang. Donc, l'organisme va compenser avec quelque chose d'alcalinisant, donc une alcalose. Et il va utiliser la composante opposée pour le faire. Donc, il va utiliser la composante métabolique. Donc, si j'ai une acidose respiratoire, je vais avoir une alcalose métabolique. Donc, ça, c'est un exemple, mais c'est valable pour tous les phénomènes. Si je prends mon tableau, cela veut dire que ce qui est attendu pour une acidose respiratoire en phase aiguë, pour toute augmentation de 1 mm de mercure de la P de CO2, on attend une augmentation de la concentration en bicarbonate de 0,15 plus ou moins 2 milli-équivalents. Et donc ça, c'est valable pour tous les troubles quand ils sont primaires. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut... alors déjà, première chose, il ne faut pas apprendre le tableau par cœur, ça c'est sûr. Vous le gardez en anti-sèche quelque part. Mais une chose importante, c'est qu'il n'y a jamais de surcompensation. Donc si, dans votre analyse, vous avez trouvé un trouble primaire avec une surcompensation qui va au-delà de ce qui est prévu par le tableau,
c'est que vous êtes trompé. OK? Allez, on va essayer de faire ça ensemble. Donc là, essayez de faire étape par étape, comme on a vu. Alors, je vais essayer de voir si on peut afficher aussi. Voilà. Donc, première étape, je regarde mon pH. Est-ce qu'il est acide? Enfin, est-ce qu'on est dans une acidémie ou dans une alcalémie? Quel est le trouble primaire qui va être prépondérant et qui va expliquer le pH? Et ensuite, quel est le mécanisme compensatoire et la réponse compensatoire attendue? Quel est l'ordre de grandeur? OK. Alors, est-ce qu'on a récupéré au moins nos 5 participants? Non, toujours pas. OK, on a nos 5. Alors, c'est les 2 derniers qui ont répondu, qui ont mis un peu plus de temps, qui ont raison. On va le voir. Alors, donc on a un patient qui présente une acidose métabolique. On a une concentration en bicarbonate de 12 millimoles par litre. Donc ça veut dire qu'on a une diminution de la concentration en bicarbonate de 7 milléquivalents. La valeur seuil, ici, c'est 19. Nous, on est à 12, donc c'est-à-dire qu'il y a une différence de 7. Et donc, on va regarder la réponse compensatoire attendue. Pour une acidose métabolique, je suis ici, on s'attend à une diminution de PCO2 de 0,7 à chaque 1 milléquivalent par litre de bicarbonate perdu. Donc ici, on a perdu 7, donc 0,7 fois 7, on a une perte de 4,9 qui est attendue. Donc une perte de notre PCO2 qui est à 40 en valeur seuil. Donc 40 moins 4,9, on est autour de 35. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est plus clair pour ceux qui avaient faux? Après, ceux qui avaient faux, ils avaient quand même vu que voilà, ils avaient peut-être mal calculé ou mal pris les valeurs, mais en tout cas, ils avaient vu que c'était bien une alcalose respiratoire qui était le phénomène compensatoire. Alors, on passe aux différents troubles acido-basiques. On va détailler ici les 4 désordres acido-basiques et leurs causes. Alors, on va commencer par l'acidose respiratoire. Le mécanisme primaire, c'est une augmentation de la PCO2. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où la PCO2 augmente? Première possibilité, le patient inhale un air qui est beaucoup plus chargé en CO2 que d'habitude. Ça va être le cas lorsqu'il y a des réinhalations, notamment dans des circuits d'anesthésie ou dans des circuits de ventilation assistée. Deuxième possibilité, on a une augmentation de la production de CO2 par les tissus. Ça va être le cas quand on a une situation d'hyperthermie, de fièvre ou de crise convulsive. Donc ça va échauffer les muscles. On va avoir une production augmentée de CO2 parce que voilà, il y a plus de métabolisme.
Attention tout de même, normalement, chez le patient alerte et qui n'a pas d'atteinte de l'état neurologique, on a normalement une augmentation de la ventilation alvéolaire pour compenser et pour exhaler le CO2 en trop. Donc on a vraiment une acidose respiratoire dans ces cas-là, uniquement chez les patients qui sont bien débilités. Troisième possibilité, et ça c'est les cas les plus courants, c'est une diminution de la ventilation alvéolaire. Globalement, tous les éléments qui font qu'il y a une respiration qui se passe bien, normalement, peuvent présenter des anomalies et impacter la ventilation alvéolaire. Donc ça peut être des causes neurologiques, ça peut être des atteintes de la mécanique respiratoire ou encore des atteintes de l'arbre respiratoire. Alors, j'attire votre attention sur une situation qui est toute particulière, c'est la situation de choc. En situation de choc, on va avoir une hypoperfusion des tissus et dans ce cas-là, la P de CO2 mesurée dans les veines périphériques, elle va être augmentée. Parce que vu que ça ne circule pas, ça augmente et elle ne va pas bien refléter en fait la ventilation alvéolaire. Donc on va avoir faussement l'impression qu'il y a une acidose respiratoire. Donc attention, attention, attention dans cette situation-là. Les traitements. Alors, il va être impératif, comme toujours en médecine, de résoudre la cause sous-jacente et d'éviter les pansements qui vont être un petit peu inutiles. Donc, je ne sais pas, moi, si par exemple, il y a une réinhalation au niveau de votre circuit d'anesthésie, vous réglez ça et puis ça va résoudre le problème. Chez les patients qui présentent une hypoventilation qui va être sévère, on va redouter une hypercapnie, donc une augmentation de la P de CO2 qui va être assez sévère, et in fine, ça va conduire à une hypoxémie. Donc, dans ces cas extrêmes, on peut envisager, on doit envisager une ventilation mécanique. Je vous ai remis ici les indications pour une ventilation mécanique. Donc, ça va être une hypoxémie sévère, réfractaire à une oxygénothérapie, et ou une hypercapnie sévère avec un pH inférieur à 7,2, et ou une fatigue respiratoire. Question sur les bicarbonates. On a ici un patient qui est acide. On a bien envie… Oui, une question? Non. Donc on a un patient qui est acide, on a bien envie de lui donner une petite pause dans son acidité en lui alcalinisant le sang, lui mettant des bicarbonates. Eh bien non, c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que on voit bien sur l'équilibre. Hop là, hop là, on voit bien sur l'équilibre, si on rajoute des bicarbonates, on va provoquer la création de davantage de CO2 sur un patient qui a déjà trop de CO2. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc, ce CO2 qui va être en quantité augmentée, il va diffuser très bien partout, et notamment dans les cellules, et ça va entraîner une acidose dans les cellules, une acidose qu'on va dire intracellulaire et paradoxale. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut, et il ne faut absolument pas utiliser les bicarbonates dans ce cas-là. Alors, maintenant qu'on a vu l'acidose respiratoire, on va voir l'alcalose respiratoire. Donc, il paraît assez facile d'imaginer que dans le cadre de l'alcalose respiratoire, où le mécanisme primaire est cette fois une diminution de la P de CO2, c'est plutôt une augmentation de la ventilation alvéolaire, l'inverse, qui va être à l'origine de tout ça. Donc, les affections qui vont induire une augmentation de la ventilation alvéolaire cette fois, ça va être l'excitation, l'anxiété, la douleur. On va avoir des atteintes neurologiques à nouveau, des atteintes de l'arbre respiratoire et également une hypoxémie importante qui va être un déclencheur pour l'augmentation de la ventilation alvéolaire. Alors là, le traitement, il n'y a pas trop de suspense, ça va être aussi ambitionner la résolution de la cause sous-jacente. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre dans ces cas-là. Alors, on va s'accrocher un petit peu parce que là, ça va se compliquer un peu. L'acidose métabolique, ça va être un gros morceau. Là, le mécanisme primaire, c'est une diminution de la concentration en bicarbonate. Donc, les causes d'acidose métabolique, elles sont assez nombreuses. Et pour aider à l'identification des différentes causes, justement, on a développé une nouvelle notion qu'on appelle le trou anionique. Donc, le trou anionique, il est défini comme la différence entre les cations et les anions. Donc, les cations, les ions qui sont chargés positivement, et les anions, ce sont les ions qui sont chargés négativement.
Donc, si on détaille un petit peu, les cations, c'est le sodium, le potassium, et tout ce qui est considéré comme cation non mesuré, donc ça peut être le calcium, le magnésium. Et puis les anions, ça va être le bicarbonate, le chlore, et puis ça va être tout ce qui est anions non mesurés, donc l'albumine, ça compte, les phosphates, les sulfates, les lactates, tout ça, ce sont des anions qui sont non mesurés. Donc, dans un système physiologique, on a une électroneutralité qui fait que on a un nombre équivalent de cations et d'anions, et donc un trou anionique nul. Okay, donc, si on réarrange un petit peu cette équation, on met le sodium, le potassium, les bicarbonates et le chlore d'un côté et les cations et les anions non mesurés de l'autre, on obtient cette équation. Et donc ça, c'est ce qui définit en fait le trou anionique calculé, qui est différent du trou anionique théorique, qui est juste la différence entre les cations et les anions. Donc on va passer à un schéma pour que ça soit peut-être un petit peu plus visuel. Donc on représente ici dans une colonne les cations, donc le sodium, on a dit, le potassium et tous les cations non mesurés, donc on a dit le calcium, le magnésium. Et dans une deuxième colonne, les anions, donc le chlore, le bicarbonate et les anions non mesurés. On a dit que le trou anionique calculé, c'était la différence entre les anions non mesurés et les cations non mesurés. Et donc, il faut savoir que quand on a une variation du trou anionique, c'est toujours une variation des anions non mesurés qui est derrière. Pourquoi? Parce que une variation des cations non mesurées qui engendrerait une variation du trou anionique, ce sont des conditions en fait qui ne sont pas compatibles avec la vie. Donc c'est toujours des variations des anions non mesurés qui influencent le trou anionique. Okay, donc ça c'est important. Donc, si on revient à notre contexte d'acidose métabolique, où on a dit que le mécanisme primaire, c'est toujours affiché en haut là, où le mécanisme primaire, c'est une baisse de la concentration en bicarbonate. Mais on voit bien qu'il y a deux situations par rapport à la situation initiale sur un plasma normal. Soit on a une diminution de la concentration en bicarbonate parce qu'il y a une augmentation de la concentration en chlore, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une acidose métabolique hyperchlorémique. Soit on a une diminution de la concentration en bicarbonate par rapport à la situation initiale, parce qu'il y a une augmentation des anions non mesurés et du trou anionique qui va avec. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'acidose métabolique à trou anionique augmenté. Donc, si on va un petit peu dans le détail, on va commencer par les causes d'acidose métabolique hyperchlorémique. Donc, premièrement, assez intuitivement, l'acidose de dilution. On se dit bien que si on administre des fluides qui vont être pauvres en bicarbonate et riches en chlore, alors on va nécessairement diluer les bicarbonates et donc du coup les diminuer et augmenter le chlore dans le sang. Donc ça, c'est assez intuitif. De la même façon, lors de diarrhée, si on a des pertes de sécrétion qui vont être riches en bicarbonate et pauvres en chlore, alors la concentration du sang va augmenter en chlore. Puis on retrouve également, je ne vous embête pas trop avec ça, mais des tubulopathies, parce qu'il y a des défauts de réabsorption de bicarbonate ou des défauts de sécrétion d'ion H+. Et également, on retrouve la maladie d'Addison. Donc dans des cas de clinique évocatrice, il ne faut pas hésiter à porter son attention sur le rapport NAK et doser un cortisol basal pour ceux qui sont équipés. Okay, donc la deuxième catégorie, donc les acidoses métaboliques à trou anionique augmenté. Donc ça, c'est du fait de la présence d'anions non mesurés qui vont être en quantité augmentée. Donc ça peut être des lactates dans le cas d'une acidose lactique, des phosphates, des sulfates en cas d'insuffisance rénale, l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate en cas de diabète acidocétosique, des oxalates en cas d'intoxication à l'éthylène glycol. Voilà, donc toutes ces situations-là. Plus rarement, on retrouve aussi les intoxications au salicylate et les intoxications au méthaldéhyde. Donc salicylate, c'est la famille de l'aspirine, et puis méthaldéhyde, c'est un molluscicide. Alors, situation importante, dans les anions non mesurés, les grands contributeurs sont en fait l'albumine et les phosphates. Donc si on est dans une situation d'hypoalbuminémie, eh ben, les anions non mesurés qui sont anormalement présents et qui sont
d'autres anions non mesurés que l'albumine. Donc, par exemple, s'il y a une hyperlactatémie, eh ben, ça peut passer inaperçu parce que la valeur du trop anionique ne va pas varier. Vu qu'on a une hypoalbuminémie et des lactates augmentés, ben, en fait, ça va se compenser. On va avoir un trop anionique dans l'intervalle de référence. Donc, il faut faire attention à ça. Attention en cas d'hypoalbuminémie. Alors, quel traitement? Encore et toujours la résolution de la cause sous-jacente. La fluidothérapie, on va utiliser des cristalloïdes isotoniques équilibrés, tout ce qui est plasmalite, Ringer lactate par exemple. On va éviter le NaCl à 0,9%, surtout en cas d'acidose métabolique hyperchlorémique, parce qu'on va tout simplement apporter beaucoup trop de chlore. Les bicarbonates, qu'est-ce qu'on fait? Éventuellement, dans cette situation-là, donc on n'est pas aussi strict que dans l'acidose respiratoire. Et justement, on va voir comment les utiliser. Donc, les indications de l'utilisation des bicarbonates, c'est dans le cas d'une acidose métabolique hyperchlorémique, donc quand on a une acidose qui est sévère, avec un pH à 7, en dessous de 7,2, et quand on a une compensation respiratoire qui est préjudiciable pour le patient. Dans le cas de l'acidose métabolique à 3 anionique, c'est globalement pas recommandé. La littérature rapporte que ça pourrait être bénéfique sur certains patients urémiques. Donc pareil, dans les mêmes conditions, avec une acidose qui est sévère ou une compensation respiratoire qui peut être préjudiciable. Alors la dose, la quantité de bicarbonate qui va être nécessaire en millimoles par litre, ça va être 0,3 fois le poids en kilos fois l'excès de base en millimoles par litre. Et de cette dose, on va administrer un quart à un tiers en intraveineuse sur 4 heures avant de réévaluer. Donc, il ne faut pas se lancer dans un bolus ultra rapide parce que tout simplement, c'est un composé qui est très actif au niveau osmotique et donc du coup, on peut avoir des complications. Justement, les effets secondaires, on peut avoir des phlébites, de l'hypernatrémie, tout simplement parce que ce sont des bicarbonates de sodium, une hypervolémie du fait de l'hypernatrémie, une hypercapnie et une acidose intracellulaire paradoxale, ça on l'a vu, une hypocalcémie ionisée, une hypomagnésémie ionisée et une hypokaliémie. Donc, bien avoir en tête quand vous utilisez les bicarbonates, les effets secondaires que ça peut avoir. Pas se poser la question d'où viennent par exemple une hypernatrémie, une hypokaliémie après avoir utilisé les bicarbonates si on ne connaît pas les effets secondaires. L'alcalose métabolique, enfin, donc là, le mécanisme primaire, c'est une augmentation de la concentration en bicarbonate. Alors, l'alcalose métabolique peut être de deux ordres. Soit c'est une alcalose métabolique associée à un déficit volumique et chloré, donc de volume et de chlore, et donc elle va être dite sensible au chlore. C'est ce qu'on appelle aussi une alcalose de contraction. Pourquoi? Parce que du fait du déficit volumique, on va avoir une sécrétion d'aldostérone par l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, et donc une réabsorption de sodium au niveau rénal. Il faut savoir que au niveau du rein, le sodium, il peut être réabsorbé soit avec du chlore, soit avec du bicarbonate. Donc c'est pas des cotransports, hein, c'est pas aussi simple, mais globalement, le processus, il se fait soit avec du chlore, soit avec du bicarbonate. Sauf que là, on est en déplétion de chlore, donc on n'a pas de chlore pour réabsorber notre sodium. Du coup, c'est le bicarbonate qui va être réabsorbé, et donc, du coup, ça va aggraver l'alcalose métabolique puisqu'on a déjà un mécanisme primaire qui va augmenter les bicarbonates. Okay. Deuxième possibilité, c'est l'alcalose métabolique sans déficit volémique et sans déficit chloré, et qui va être dite résistante au chlore. Et là, c'est une forme qui est beaucoup plus rare. Alors, si on va un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui peut provoquer une alcalose métabolique avec un déficit en chlore? Ça va être des vomissements qui vont être répétés, tout simplement parce que le contenu digestif, ça contient beaucoup d'acide chlorhydrique, beaucoup de HCl, donc on va perdre du volume, on va perdre du chlore et on va perdre aussi des acides. De la même façon, on va compter là-dedans les aspirations gastriques répétées sur un patient qui va avoir une sonde, donc une sonde nasogastrique, une sonde d'œsophagostomie.
l'utilisation de diurétiques de l'anse ou des thiazidiques. Pourquoi? Parce que ce sont des diurétiques qui vont diminuer la réabsorption de chlore. Dans les causes d'alcalose métabolique sans déficit volumique ou sans déficit chloré cette fois, on va retrouver l'hyperadrénocorticisme, tout simplement parce que ça stimule l'excrétion rénale d'ion H+, et la réabsorption rénale de bicarbonate. De la même façon, l'hypokaliémie, l'apport d'agents alcalinisants. Bien sûr, si on apporte du bicarbonate, il ne faut pas s'étonner qu'il y a du bicarbonate dans le patient. Et puis ensuite, tout ce qui va être lactate, donc apporté par le ringer lactate par exemple, l'acétate par les nutritions parentérales, donc c'est de plus en plus rare, mais ça peut exister. Les citrates, donc c'est un anticoagulant qui est utilisé dans les poches de transfusion par exemple, tout simplement parce que ce sont des composés qui vont être transformés en bicarbonate par le foie. De la même façon, on a des anions organiques, donc les lactates, on le retrouve ici, et les corps cétoniques. C'est des composés qui vont être métabolisés par le foie et transformés en bicarbonate. Alors, ça ne se voit pas, par exemple, pendant une acidose lactique ou pendant une acidocétose, mais dès lors que les processus d'acidose lactique ou d'acidocétose vont stopper, eh ben, on peut avoir un effet rebond avec une alcalose métabolique du fait de cette métabolisation d'anions organiques. Et puis autrement, dernière possibilité, c'est des déficits en acide faible, par exemple quand on a une hypoalbuminémie ou une hypophosphatémie. Alors, quel traitement dans le cadre de l'alcalose métabolique? Toujours pareil, on essaye d'ambitionner la résolution de la cause sous-jacente. Et puis, on va pouvoir aussi apporter des fluides. Toujours pareil, des cristalloïdes isotonique équilibré. Cette fois-ci, le NaCl 0,9% peut avoir un intérêt si on a un déficit chloré, puisqu'on va rapporter beaucoup de chlore, et donc ça va être intéressant. Globalement, ce qui va être visé avec la fluidothérapie, c'est une restauration du volume circulant, surtout quand on a un déficit du volume circulant, pardon, et une correction des désordres électrolytiques. Donc, ce qu'on a vu, c'est surtout le chlore et le potassium. Alors, quelques mots sur le prélèvement et le traitement de l'échantillon sanguin. Donc, pour obtenir une interprétation assez fiable de l'équilibre acido-basique, il va falloir s'assurer du prélèvement et du traitement, et que tout ça, ça soit irréprochable. Première chose à savoir, où est-ce que je prélève mon sang? Est-ce que je dois prélever du sang veineux? Est-ce que je dois prélever du sang artériel? Alors, étant donné qu'il y a peu de différence entre le sang veineux et le sang artériel d'un point de vue acido-basique, on peut envisager un prélèvement veineux périphérique. Exception, c'est ce qu'on a vu, ce sont les situations de choc dont on a parlé, où le sang périphérique ne va pas être représentatif des valeurs qu'on pourrait avoir en prélèvement veineux central, ou mieux encore en prélèvement artériel. Mais sinon, globalement, ça peut être suffisant. Ensuite, après le prélèvement, l'échantillon, il ne doit pas être exposé à l'air, et les bulles d'air qu'il peut y avoir, il faut absolument les évacuer. Sinon, la paix de CO2, donc ça reste des gaz, hein, donc ça risquerait de s'équilibrer avec l'air ambiant, avec une valeur inférieure. Donc il faut absolument évacuer l'air et et rendre l'échantillon hermétique. Alors l'échantillon, il doit être analysé rapidement pour éviter justement tout ce qui est phénomène d'équilibre avec l'air ambiant. Et donc l'idéal, ça serait de le faire dans les 15 minutes qui suivent le prélèvement. Et si on doit retarder l'analyse, on va recommander une conservation hermétique, comme je l'ai dit juste avant, et sur glace pour fiabiliser un petit peu les analyses qui vont être faites ultérieurement. Au niveau des analyseurs qui peuvent être utilisés, donc je connais principalement l'EPOC, le VetStat de IDEX et le PrimeVet de Nova. Il y en existe sans doute d'autres. Nous, à Lyon, on a le PrimeVet de Nova, et je pense que dans les autres, à Mâcon et à Saint-Étienne aussi. Et il me semble que Agathe m'avait dit que dans les MU, vous aviez l'EPOC. Alors, quelques cas On a cliniques. l'époque, mais on va vers les Nova maintenant. Ah, ok. On va avoir des Nova aussi. Ok. Les cas cliniques,
hop là, on va s'exercer un petit peu. Donc, il y a 4 cas cliniques. Donc, pareil, ça va se jouer avec Mentimeter. Hop là. Donc, Brice, c'est une question pratico-pratique. ouais. Concrètement, comment on enlève l'air au moment du prélèvement? Ah bah dans ta seringue, tu essayes de en fait, il vaut mieux le garder dans une seringue. Alors idéalement, enfin quand on regarde la littérature, c'est des seringues qui sont en verre parce que le plastique est considéré comme poreux. Mais bon, nous, enfin en gros, c'est vaut mieux le garder dans la seringue et puis chasser l'air plutôt que de le mettre dans un tube, autre. Après, ça va se poser la question de l'anticoagulation. Tout ce que je peux recommander, c'est de le faire rapidement. Mais sinon, c'est des seringues anticoagulées, des seringues en verre, ça c'est l'idéal. Voilà, si c'est pas possible, on essaye plutôt d'axer sur la rapidité de l'analyse. Ça répond? Ouais? OK. Alors donc du coup, sur les cas cliniques, donc Sorensen qui s'appelle comme notre chimiste danois. Donc c'est un bulldog français qui est mâle castré de 6 ans et qui est présenté pour un AVP et donc qui est en état de choc. Il présente donc du coup les éléments d'équilibre acido-basique suivants. Je vous ai remis tout ce qu'il fallait, les valeurs usuelles et puis enfin les valeurs de référence et puis le tableau de compensation. Et donc là, je vous pose une question. Alors tac, je vais lancer juste le Mentimeter. Et donc, on vous pose la question de si Sorensen souffre d'une alcalose respiratoire qui va être insuffisamment compensée, d'une acidose métabolique hyperchlorémique, d'un trouble mixte, d'une acidose métabolique à trou anionique augmenté. Donc, j'espère qu'il y a encore des gens avec moi. Ouais, mais je sais pas si c'est moi, mais je crois que ton lien là, il fonctionne pas. Je sais pas si vous Ah, arrivez à vous connecter. est-ce que tu n'as pas été trop rapide parce que ça marche pas? Ça revient sur une question précédente? Ouais, ça revenait sur une question précédente. Puis là, ok, c'est bon, c'était moi. C'est C'était bon? moi. Ouais, c'est moi parce que je dois les lancer à chaque fois, donc si tu as été un peu rapide. Alors, est-ce que... Ah si, les petits gens. Est-ce qu'on a encore nos 5 en lice? Bon, j'ai peut-être perdu les gens en route. Ah, non. Ok, parfait. Alors, tac. Donc la bonne réponse, c'était que Sorensen souffrait d'une acidose métabolique à trou anionique augmenté. Alors, on a un pH qui est en dessous des valeurs de référence, donc on a une acidémie. Donc c'est-à-dire que je vais chercher un processus qui va être prépondérant pour acidifier mon sang. Alors, là, on a la PCO2 qui augmente. Ça peut acidifier. Oui. Ensuite, on a la concentration en bicarbonate qui est plutôt basse, un excès de base qui est plutôt bas aussi. Ça acidifie également. Donc finalement, on a deux composantes qui pourraient acidifier. Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? C'est que on pouvait pas vraiment se fier à l'état de choc. Enfin, on se fier, pardon, dans un contexte d'état de choc, à la PCO2 qui va être augmentée. Ok. Dans tous les cas.
encore les micros. Ouais, c'est ça. Je te donne combien de situations? Pouvez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? Ouais, merci. Donc ce que je disais, c'est que on a dit que la PCO2 n'était pas fiable sur un prélèvement veineux, donc en état de choc. Ok. Donc là, c'était une acidose métabolique à trou anionique augmenté, tout simplement parce que votre chien, il a eu un AVP, il a probablement des lactates qui sont augmentés, donc une acidose lactique, et puis de toute façon, on voit bien que le trou anionique, là, il est augmenté. Donc le trouble mixte, là, c'était un petit peu confondant avec le fait de l'état de choc. Ok. Donc je l'ai mis pour. Alors oui, il pourrait avoir une acidose respiratoire en plus, mais ce que je voulais appuyer, c'était vraiment que en état de choc, on peut pas se fier à la PCO2. Ok. Alors, deuxième cas, s'il veut bien apparaître, hop là, Brunstad, donc un petit chat européen femelle entière de 10 ans qui est hospitalisé pour une triade féline et qui a une sonde nasogastrique pendant son hospitalisation. Donc pareil, elle a hop là, les éléments de l'équilibre acido-basique qui sont donnés là. Pareil, le tableau de compensation. Et là, on vous demande ce qu'il faut faire, ou ce qu'elle a. Donc, soit le plan d'analgésie doit être revu, soit le plan d'alimentation doit être revu, soit l'utilisation de la sonde doit être revue, soit, eh ben, on a une alcalose métabolique résistante au chlore. Ah non, je l'ai pas lancé. Ok, là c'est bon, je l'ai lancé. Parfait, on est à 4. Est-ce qu'on a encore notre cinquième? Bon. Hop là, donc j'affiche. C'est bon. Hop là, on a nos 5. Donc, la bonne réponse, c'est l'utilisation de la sonde nasogastrique qui doit être revue. Alors, si on regarde et qu'on fait ça de façon rigoureuse, donc le pH est plutôt élevé par rapport aux valeurs de référence. Donc, on a une alcalémie. On a une PCO2 qui est plutôt augmentée. Donc, ça, c'est plutôt un processus qui va acidifier. Donc, c'est probablement pas le trouble primaire. On a un excès de base et une concentration en bicarbonate qui sont plutôt élevés, donc un excès de base élevé, donc c'est-à-dire qu'on a trop de base, donc c'est ça qui alcalinise le sang. Okay. Donc on a une alcalose métabolique et donc qui commence à être un petit peu compensée par une acidose respiratoire. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ici, hop, le chlore, on est plutôt en déficit chloré. Ok. Donc on est en alcalose métabolique, plutôt sensible au chlore. Donc c'était pas la dernière réponse. Ça voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'était quoi les causes d'alcalose métabolique avec déficit chloré? C'était les vomissements répétés notamment et l'utilisation d'une sonde nasogastrique quand on retire
beaucoup trop de reflux. Donc c'est ça qui est important, c'est que quand vous avez une sonde nasogastrique, il faut pas retirer tout le temps, enfin quand vous retirez du reflux aux 4 heures, il faut bien vous imaginer que c'est pas sans conséquence. Donc enfin il y a des protocoles qui existent par exemple où on enlève les 3 quarts du reflux du reflux gastrique, mais on en remet toujours un petit peu pour éviter justement les débalancements. En tout cas, il faut surveiller votre équilibre acido-basique parce que vous pouvez créer cette alcalose métabolique. Deuxième possibilité d'une alcalose métabolique avec un déficit chloré, on avait dit que c'était l'utilisation des diurétiques thiazidiques et diurétiques de Lens. Donc, juste pour rappel. Donc, troisième cas. Tac. Donc, Laurie, un berger blanc suisse, femelle stérilisée de 4 ans, qui est présentée pour abattement. Donc, hop là. De la même façon, hop là, on a les éléments de l'équilibre acido-basique qui sont affichés, le tableau de compensation, et je vais lancer le quiz. Essayez d'être systématique. Alors après, je sais que Celle-là, je vais pouvoir la revoir 3 fois. Putain. Ça a commencé Les à micros, les gars. Donc, je sais que ce qui est un petit peu compliqué là, c'est qu'on n'a pas à disposition tous les tableaux avec toutes les causes. Ça, de toute façon, vous aurez ça à disposition, donc ça sera plus pratique dans la vie réelle. Donc là, ça va demander un petit peu de mémoire sur ce qui a été vu là pendant la présentation. Alors, est-ce qu'on a notre cinquième? Non? Bon. Tac. Alors, la bonne réponse, c'est que toutes les réponses étaient vraies. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On a un berger blanc suisse qui présente donc une femelle, donc plutôt un grand chien, présenté pour abattement. On a un pH qui est plutôt en dessous des valeurs de référence, donc plutôt une acidémie. On a une P de CO2 qui est plutôt augmentée. Donc ça peut être, ça peut expliquer
une acidose respiratoire. Enfin, ça peut expliquer, pardon, l'acidémie, donc par acidose respiratoire. Et on a un excès de base et une concentration en bicarbonate qui sont plutôt bas. Donc là, on a un phénomène qui est une acidose métabolique. OK? Acidose métabolique avec ici la concentration en chlore qui est plutôt en dessous de la norme. Et ben malgré tout, c'est une acidose métabolique hyperchlorémique. En fait, on est ici dans le cas d'un hypoadrénocorticisme, vous l'avez compris. Et en fait, l'hypoadrénocorticisme est dans la catégorie des acidoses métaboliques hyperchlorémiques, tout simplement parce qu'en fait, c'est une hyperchlorémie corrigée. Alors, je l'ai pas dit dans la présentation, c'est un petit peu tricky, mais en fait, si vous voulez, il y a bien une hyperchlorémie corrigée parce qu'en fait, on corrige le chlore par rapport à la valeur de sodium. Et quand on a un hypoadrénocorticisme, on perd du sodium et on perd du chlore, mais comme on perd plus de sodium que de chlore, eh ben, on a une hyperchlorémie corrigée. Donc, de façon absolue, les patients sont en hypochlorémie, mais en fait, on est moins en hypochlorémie qu'en hyponatrémie. Donc c'est pour ça que ça va dans cette catégorie-là. Donc, on est bien dans la catégorie d'acidose métabolique hyperchlorémique. Le rapport NAK, il est bien en faveur d'un hypoadrénocorticisme puisqu'il est à 24. Donc, quand on fait Na135 divisé par le potassium à 5,5, ça fait 24,5. Donc, on est bien en dessous de 27, ce qui est en faveur d'un hypoadrénocorticisme. La valeur de chlore, on en a parlé. Et puis, l'acidose métabolique hyperchlorémique également. Donc, tout était vrai. OK. Et encore une fois, ces patients-là sont présentés souvent en état de choc. On voit bien que là, les lactates sont augmentés et donc c'est pour ça que les P de CO2 sont aussi un petit peu augmentés. Donc on ne se fie pas à la P de CO2 à nouveau, puisqu'on a quand même un état de choc, même s'il n'est pas précisé ici, c'est les lactates qu'il fallait regarder. Pas de questions jusqu'à maintenant? J'ai pas trop de retour. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, non? Ouais. Oui, c'est très clair et c'est très Ouais. bien. OK, parfait. Anderson, donc notre dernier patient, donc qui est un petit chat européen mâle entier de 8 ans. Lui, il est là parce qu'il est anesthésié et intubé pour des soins de plaie et il était plutôt stable à l'induction. OK. Donc pareil, il a les éléments de l'acido-basique, les éléments de l'équilibre acido-basique qui sont présentés là, le tableau de compensation. Et là, on vous pose une dernière question. Après, j'arrête de vous embêter. Alors, on vous demande comment on peut améliorer son anesthésie. Soit on extube, on coupe la sonde et on réintube, soit on revoit son plan d'analgésie, soit on passe d'un circuit semi-fermé à un circuit semi-ouvert, soit on fait un bolus de propos. Donc on vous précise, je vais vous dire, mais là on vous précise que du coup pour son anesthésie, on est dans un circuit semi-fermé. Voilà. Un débit d'oxygène à 100%, enfin un débit d'oxygène 100% à 200 millilitres par kilo par minute. Et votre capnographe, bah, il marche pas. Il marche pas parce que il n'arrête pas de tomber par terre. Du coup, ça casse les petits cristaux qui sont dedans. Et du coup, il est moins sensible, et surtout sur un petit chat. Voilà. Est-ce qu'on a au moins 4? On perd un à chaque fois.
Allez, encore 15 secondes. Alors, donc on va prendre les choses étape par étape. Donc on a un pH, de 7,232, donc qui est plutôt en dessous de la norme. Donc on a une situation d'acidémie. L'AP de CO2, on est plutôt au-dessus de la norme. Donc on a plutôt un phénomène d'acidose respiratoire qui pourrait expliquer l'acidémie. Et on va regarder la composante métabolique, on est plutôt sur des valeurs normales. Donc a priori, l'acidémie est expliquée par l'acidose métabolique. Excès de base, voilà, rien au niveau des électrolytes. Voilà, et là, lui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une anesthésie avec intubation. Donc, camnographe, on n'a pas d'informations. Et donc, et ben, en fait, ce chat, il réinhale son air. Ce qu'on avait dit au tout début, c'est que la première possibilité pour augmenter la P de CO2, bah, c'est tout simplement qu'on inhale un air qui est beaucoup plus riche en CO2. Et c'est ce qui se passe avec la réinhalation sur les circuits d'anesthésie. Ça peut être aussi sur des circuits de ventilation assistée. Et donc lui, c'est ce qui se passe. Alors, passer un circuit semi-fermé, d'un circuit semi-fermé à un circuit semi-ouvert, c'est ce que la plupart ont répondu. On est sur un chat qui est assez petit, donc c'est vraiment pas recommandé de passer sur un circuit semi-ouvert parce qu'on va avoir, de l'air frais qui va être envoyé à chaque fois. Donc, ça va être source de baisse de température. Donc, c'est vraiment pas la solution. On pourrait augmenter aussi le débit d'oxygène pour chasser un peu plus le dioxyde de carbone. Là, on est déjà à 200 ml par kilo par minute, c'est le débit normal qui est conseillé. Ce qu'il faudrait faire là, et c'est souvent le cas sur ça arrive souvent sur des chats, c'est que les sondes d'intubation sont trop longues et donc du coup, bah, en fait, ça augmente l'espace mort et du coup, ça augmente la réinhalation. Donc, ce qui est recommandé dans ces cas-là, c'est de sortir le tube, le couper et le remettre et réintuber. Alors après, comment on peut faire en pratique, parce que c'est sûr que on perd une sonde, ou alors enfin c'est pas qu'on perd une sonde, c'est qu'on a une sonde plus courte, donc ça peut être aussi bien. Voilà, mais du coup ça serait le mieux à faire. Hop là, donc fini avec les cas cliniques. Les messages importants de cette présentation, c'est que l'analyse de l'équilibre acido-basique, eh ben, c'est utile à des fins diagnostiques, surtout. Euh, J'imagine que beaucoup d'entre vous sont venus à la présentation en se disant: ah oui, je veux savoir comment traiter ça ou ça, mais vous avez vu que finalement, c'est assez pauvre en traitement. À chaque fois, je vous ai dit, bah, faut résoudre la cause, un peu de fluide, allez, éventuellement un peu de bicarbonate dans un cas particulier. Donc c'est assez décevant d'un point de vue thérapeutique, mais en fait c'est le diagnostic qui va être important. Donc ça va aider au diagnostic et donc du coup aider la thérapeutique dans la logique de résoudre la cause sous-jacente. Ça va demander de la méthode et de la rigueur, vous l'avez vu. Vous n'hésitez pas à avoir recours à des antisèches. Donc les tableaux, vous les imprimez, vous les gardez près de vous, notamment les tableaux de compensation, les tableaux des valeurs usuelles, éventuellement les tableaux des causes. Ça, c'est pour vous aider d'un point de vue diagnostic. Et c'est quelque chose qui va être soumis à une rigueur sur le prélèvement sanguin. On peut pas faire n'importe quoi parce que si on laisse l'échantillon sur la paillasse et qu'on l'analyse 1 heure après, ça a plus trop de valeur et c'est plus très fiable. Donc, on essaye de faire ça calmement et sereinement. On a vu toutes les méthodes et toutes les clés pour faire ça étape par étape. Enfin, voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais que c'est un sujet qui est peut-être un peu lourd et un petit peu... voilà, faut quand même se poser. Non, c'était très très intéressant, très très bien et très Bien. clair. Ok, merci. Boris, moi j'ai une question. On n'a jamais du coup de ce genre de désordre. Il faut toujours remonter sur une cause primaire. On n'a jamais ça sans explication derrière. Oui, a priori, oui, si ton analyseur est fiable et que ton analyse et ton prélèvement est
est fiable, a priori, oui, tout est explicable. Après, des fois, faut pas chercher trop loin non plus. Quand tu as des petites variations, évidemment que tu essayes de te poser la question de ce qui explique la variation. Après, on soigne un patient, on soigne pas des analyses, donc tu regardes aussi ton patient. Mais oui, en théorie, tout est explicable, ouais. Et juste autre question, en combien de temps on a les résultats des analyses? Parce que moi, j'en ai jamais fait. Alors le Nova, ça sort, en fait, c'est une, on fait pardon, on met l'échantillon, ça prélève et 90 secondes après, on a un ticket de caisse qui sort avec toutes les valeurs. Ok. Et deuxième question, par exemple, si là on réadaptait la longueur de la sonde, en combien de temps les paramètres se renormalisent et pour refaire une prise de sang et Alors, revoir? alors là, c'est quelque chose qui peut être assez rapide puisque c'est d'un point de vue respiratoire. Ce que j'ai oublié de dire, enfin, il me semble que j'ai oublié de le dire dans ma présentation, c'est que la composante respiratoire peut évoluer très vite. Enfin, la compensation respiratoire, ça peut aller très vite et la compensation métabolique, ça met plusieurs heures à plusieurs jours. Mais donc, tout ce qui est respiratoire, ça peut évoluer très vite. Si vous aviez eu le capnographe, vous auriez vu la réponse assez rapidement. Donc, je dirais au bout de 15 minutes, tu peux refaire l'analyse, hein. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des Juste, interrogations ou des attentes euh, ouais, sur... juste dans tes hospices, Boris, d'un point de vue un peu plutôt facturation ou en tout cas devis, quand tu as l'admission, tu as ce genre de désordre, tu prévois toujours du coup des réévaluations plusieurs fois dans la nuit ou dans le week-end? Ouais, selon, bah, tu as vu, on a des cas aussi où il y a des désordres électrolytiques qui vont avec. Donc oui, oui, ça serait bien et ça, c'est vrai qu'on n'a pas ça, nous, mais ça serait éventuellement d'avoir un tarif pour des réévaluations en série. Je sais pas comment ça peut se faire d'un point de vue argent, enfin, d'un point de vue rentabilité. Mais c'est vrai que si à chaque fois on facture 80 balles, ça peut vite monter Ouais, ça peut vite. et ça peut vite nous bloquer aussi, nous. Voilà. Après, il faut pas le faire non plus enfin, selon ce que tu as, tu peux être amené à le faire plutôt rapidement, enfin, plutôt de façon rapprochée, je veux dire. Donc, euh, donc oui, ça serait éventuellement à envisager un prix groupé. Après, il faut voir ce qui peut être fait d'un point de vue rentabilité. Mais oui, Vous le il faut. facturez combien, votre gaz? Je crois qu'il est à 80. Ok. Enfin, moi, C'est aussi enfin, ce que je... Pardon. Pierre-Louis peut peut-être répondre. Mais en fait, moi, je le facture. C'est encore écrit Yono, mais en fait, moi, je le facture avec Yono Ouais. parce que c'est Yono. Mais Mm. on n'a pas Gaz du Sang, mais du coup, c'est ça que je facture. Donc, 80 chez nous. Chez vous, c'est combien? Ben, en fait, pour le moment, on avait juste l'époque qui coûte une fortune, parce qu'en fait, le consommable coûte cher. Comme disait Julie, on est en train de... Donc moi, typiquement, des époques, j'en faisais quasiment pas parce que c'est comme presque un peu 100 et quelques l'époque. Donc je t'avoue que c'est vite Hmm. limitant. Et justement, comme disait Julie, on est en train de s'équiper du Novavet. Et c'est ce que je discutais avec Marie, c'est que moi, j'aimerais qu'il y ait un coût pour un gaz d'admission, mais qu'on ait un coût pour un suivi. Si j'ai un DAC, Ouais, je dois faire des gaz toutes les 4 heures. Je vais pas facturer 80 € toutes les 4 heures, surtout que le Nova ouais, a quand même l'avantage de ne pas avoir de consommable. Donc en soi, je pense que ça se rentabilise, sachant que c'est c'est un faisable. abonnement au mois pour un certain nombre d'unités, enfin de C'est ça. tests. Je pense que ça peut se Ça peut être rentabiliser. faisable. L'abonnement n'est pas très cher. Mais donc, je suis en train de discuter avec les associés si justement on peut pas avoir un coût en suivi pour pouvoir justement répéter. Et donc, pour le moment, comme on n'a pas encore le Nova, je t'avoue que les prix sont pas encore définis. Mais ouais, j'aimerais qu'il y ait un coût parce que quand tu le fais à l'admission sur un patient unique, c'est OK. Mais si tu as un DAC, un Addison ou j'en sais rien, Ouais, je suis une d'accord, obstruction ouais. urinaire full dans le mal avec un potassium à 12 et que tu dois le réévaluer assez souvent, ça peut être assez limitant. Et est-ce que votre Nova, il fait la carboxyhémoglobine? Non, c'est le Non. niveau dessus. Ouais, C'est le plus gros, ouais. ouais, c'est ça. Vous Ouais. avez le Nova, le PrimeVet basique. Ouais. Oui. Ouais, idem. Ouais, c'est mon Et nous, boss. ce qu'on a, un peu au niveau incongruité, c'est que par contre, notre bilan traumato, il va te forcément, comme tu vas aller chercher les lactates, enfin, Boris, tu me corriges, mais il me sort tout le temps, moi, l'entièreté du Yono.
en même temps que les lactates. Ouais. Et du coup, il est facturé 85 euros, sachant qu'on fait HT, PT, lactate, gli. Et que du coup, tu as l'iono forcément et l'iono gaz du sang avec, quoi. Donc, Mm. il est 5 euros plus cher pour un truc beaucoup plus complet à l'admission que juste Ça, un c'est iono parce normal. que ça, c'est parce que tes vétérinaires sont mal cochés sur la machine. Ils sont pas censés te Ah, sortir le ticket en entier. ah bah, j'ai tout le temps un ticket en entier, moi. Et ben, c'est pas bien. Je vais leur taper sur les doigts. D'accord, très bien. Mais ouais, non, c'est vrai qu'un coup de suivi, ça peut être vraiment cool. Et Mais juste sur oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais. non, non, vas-y, non, je disais juste, je te dirai quand ce sera mis en place. Ok. Après, justement, sur la sélection des paramètres, est-ce que d'un point de vue financier, ça change quelque chose? Parce que, est-ce que, par exemple, si on sélectionne moins de paramètres, il y a moins de consommables qui est utilisé? Non, ça change rien. La machine, elle fait tout. Tout le Ok. temps, à chaque fois. C'est juste une histoire bah, il y a des services d'urgence qui, pour un animal à l'admission, peu importe qu'il ait besoin ou pas d'un gaz du sang, ils font des tickets entiers en mode hop et ils facturent un truc où ça apparaît. Et après, les vétos-traitants, ils crisent de voir que on fait C'est des fou. analyses à tout bout de champ sur les patients alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Mhm. Donc, nous, on avait pris la décision de ne pas faire ça et donc Mhm. d'avoir. Bon, le problème, c'est que les tarifs ne sont toujours pas actualisés. Donc, il faut vraiment qu'on le fasse. Mais sur le principe, soit tu fais un iono, si tu as besoin d'un iono, si tu fais un iono gaz du sang, si tu as besoin d'un iono gaz du sang, si tu as besoin que des lactates, tu fais que des lactates, tu vois. Tu fais pas les tickets en entier à chaque fois, mais sur le principe, la machine, ça ne lui change rien que tu coches que les lactates ou que tu fasses tout. Alors, le pendant de ça, c'est que moi, ça m'est arrivé déjà de galérer sur une prise de sang, d'avoir un chat ou un chien intouchable, d'avoir réussi à avoir mon échantillon. Et puis, donc, l'ASV a lancé l'analyse, il avait coché ce qu'il pensait être bon. Et du coup, bah, il n'avait pas coché les paramètres que je voulais. Et du coup, bah, j'étais bon pour reprendre du sang. Oui, bon, bah là, après, c'est les aléas de la vie. Ouais, Mais, donc voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Boris, pour la conf. Moi, je vais vous laisser là, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Merci beaucoup. Ok, cool. Bah, Intéressant. j'espère que j'ai pas trop noyé de gens. Je sais Bah, que c'est une conf qui est un peu plus théorique et comme tu disais, oui, c'est moins une conf où c'est genre cette pathologie, je donne ce traitement-là, mais c'est hyper important de revenir aux bases et de comprendre ça, donc c'était vraiment cool. Ok. Bon, bah parfait. Merci. moi, merci tout le monde, merci Boris et bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ça s'est très bien passé, je pense.